Merci beaucoup à l'AFMAPAD pour l'invitation et pour le sujet hautement intéressant et où je vais faire la transition entre les thérapies ciblées ainsi que les probiotiques. Et je remercie aussi le professeur Kamoun pour son excellente intervention. Ouais, merci. L'intervention du professeur Kamoun qui m'aidera aussi pour aller un peu plus loin dans l'explication que je vais donner. Donc on sait maintenant qu'en principe, à l'heure de la médecine personnalisée, une meilleure compréhension de la physiopathologie complexe de l'asthme, ces dernières décennies, ont permis de bien identifier tant les endotypes et surtout nous mener à de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées et spécifiques pour le traitement de la maladie. L'introduction des biothérapies a permis de révolutionner la prise en charge de l'asthme sévère et non sévère. Et alors, grâce à au phénotypage et à la description des endotypes, on a pu identifier des traitements spécifiques, comme l'a dit le professeur Kamoun tantôt, qui correspondent au phénotype du patient, soit un patient qui est asthmatique de type T2 ou non T2, T2 high ou T2 low. Il y a effectivement, on a plusieurs types de phénotypes. On a des phénotypes clinico-immunobiologiques. On peut les phénotyper soit en fonction de leur capacité respiratoire, soit en fonction de leurs caractéristiques cliniques, en fonction de l'inflammation au niveau bronchique, en fonction du trigger, ou alors parfois en fonction des comorbidités, comme l'a dit le précédent orateur. Au niveau clinique, généralement, comme il l'a dit mon prédécesseur, on se base surtout sur les deux phénotypes importants qu'on a directement, soit les phénotypes cliniques ou alors le phénotype inflammatoire. Au niveau des phénotypes cliniques, et surtout par rapport à l'âge d'apparition de la maladie, on sait que chez les enfants, quand la maladie apparaît tôt, elle est souvent associée à une sensibilisation aux aéroallergènes et bien souvent, on observe une réponse allergique spécifique au récepteur T2 et impliquant des éosinophiles. Et une partie de ces patients-là vont malheureusement développer un asthme sévère. Par contre, quand on a l'apparition d'asthme à l'âge adulte, c'est souvent un asthme non allergique. Mais quand c'est un asthme non allergique, il ne faut pas méconnaître de devoir exclure un asthme professionnel ou un asthme sensible à l'aspirine qui serait d'une autre origine. Quant au phénotype plutôt inflammatoire de l'asthme, là on aura plutôt les phénotypes de type T2, donc T2 high, caractérisé, comme il a dit tout à l'heure, par une éosinophilie sanguine importante à plus de 150 microns par litre, un NO exhalé à plus de 25, et bon, dans certains centres, on utilise également l'éosinophilie au niveau de sputum. La forme T2 high est surtout la forme sévère la plus fréquemment rencontrée. Par contre, la forme T2 low, on le définit quand on a l'absence des biomarqueurs que j'ai cités tout à l'heure, ou alors quand on recherche soit des neutrophiles dans les expectorations, ce n'est pas tous les centres qui l'ont, ou alors du myéloperoxydase dans les sputum ou les composés organiques volatiles. À noter que ces phénomènes inflammatoires ne sont pas fixes dans le temps et ils doivent faire l'objet d'une réévaluation. Ce n'est pas parce que quelqu'un est T2 high qui reste, ou T2 low qui reste fixé dans cette catégorie-là. On le voit ici, on le voit ici. Donc, on peut avoir des patients qui ont un asthme allergique et d'autres patients qui ont plutôt un asthme éosinophilique, et puis les patients non T2 qui ont plutôt un asthme neutrophilique. Alors, plusieurs traitements ciblant les différentes cytokines impliquées dans la physiopathologie de l'asthme ont été développés, tels que les anti-IL5, anti-récepteurs IL4 et IL13, les anti-IgE, et maintenant, il n'y a pas très longtemps, on a les anti-TCLP. Ces médications ont prouvé leur efficacité dans la prise en charge de l'asthme, en sachant que les thérapies ciblées ont été développées surtout sur base de la classification émergente des patients, tant en fonction de leur phénotype que de l'endotype de l'asthme. Mais avant d'envisager ce traitement biologique, il faut absolument s'assurer de certaines choses. Il faut bien entendu confirmer le diagnostic de l'asthme sévère, améliorer l'adhésion de patients aux corticostéroïdes, vérifier et corriger les techniques d'inhalation et identifier éventuellement les facteurs d'exposition, facteurs de risque d'exposition ou déclenchants tels que les allergènes, les irritants et les tabagismes. Faire attention également aux facteurs de coexistantes comme le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, une dysfonction des cordes vocales ou une rhinosinusite chronique associée aux polypes nasaux. Alors, je pense la semaine passée, on était à Dakar, j'étais surpris, il y avait le professeur Boulet qui est membre du comité de China qui disait que parfois, même au Canada,
il y a des patients chez qui le diagnostic d'asthme a été posé, mais ils n'ont pas eu de faire. Ça, c'était quand même tout à fait surprenant. Donc, quand on a un patient asthmatique, avant d'aller jusqu'à une biothérapie, il faut, comme le disent les GINA, donc bien exclure, bien faire son anamnèse, exclure tous les facteurs de comorbidité et les facteurs de risque et absolument faire des épreuves fonctionnelles respiratoires pour confirmer le diagnostic. Alors, bien entendu, bien différencier l'asthme sévère de l'asthme difficile à traiter pour ne pas prendre un asthme difficile à traiter pour un asthme sévère, en tenant compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux facteurs de mauvaise adhérence thérapeutique, aux problèmes psychosociaux ou aux comorbidités non traitées. Je rappelle la définition de l'asthme sévère, comme ça on parle tous de la même chose avant d'initier une biothérapie, à savoir quelqu'un qui a eu des corticostéroïdes inhalés les 12 premières, l'année précédente, ou qui a eu plus de 50% des corticostéroïdes par la bouche, sans pouvoir diminuer les doses et qu'on perd le contrôle de la maladie. Bon, je rappelais un peu ceci. Et comme l'a dit le professeur Camoun, ça représente à peu près, l'asthme sévère représente à peu près 3,7%, 4% des patients. Mais dans certaines contrées, je pense surtout en Angleterre, par exemple, ils ont des taux un peu plus élevés que chez nous, qu'en Belgique, par exemple. Alors, dès qu'on a fait le diagnostic, donc clinique et inflammatoire, on doit également absolument déterminer les affections coexistantes. Parce que comme on le verra tout à l'heure, parfois on a des meilleures réponses avec les biothérapies chez certains patients. Par exemple, savoir si le patient a une dermatite atopique associée, il y a une rhinosinusites chronique avec polypes nasaux, s'il y a un poumon éosinophile ou s'il y a une granulomatose éosinophilique à polyangéique pour faire le meilleur choix. En sachant que l'asthme éosinophilique, c'est celui qui a des éosinos supérieurs à 3%. Par contre, l'asthme neutrophilique, comme j'ai dit, ils ont plutôt de neutrophiles à plus de entre 60 et 76%. L'augmentation des éosinophiles dans les expectos peut être suspectée en cas d'augmentation des éosinophilie sanguine ou de la fraction élevée de NO. Alors, pour répondre entre autres à la question tout à l'heure, le NO exhalé et l'éosinophilie sanguine sont deux biomarqueurs de type T2. Le NO reflète la production d'interleukine 13 dans les voies respiratoires et le second, donc l'éosinophilie sanguine, reflète plutôt l'IL5. Nous, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun patient qui vient en consultation chez nous sans avoir un NO. Tous les patients asthmatiques, ils ont leur prise de sang avec dosage d'IgE, ils ont des prick tests, ils ont des NO. Donc, on le fait franchement je dirais, widely à tout le monde en tout cas. Alors, je rappelle également qu'on réservera les biothérapies surtout pour les patients qui sont au stade 5 GINA, comme il est recommandé au dernier GINA 2023. 6 thérapeutiques ont été approuvées par la FDA pour la prise en charge de l'asthme. Donc, on a les anti-IgE, l'omalizumab, les anti-interleukine 5, anti-récepteur interleukine 4 et les anti-TCLP qui ont été développés récemment. Alors, l'omalizumab, qui est un anti-IgE, approuvé par la FDA chez les enfants de plus de 16 ans, essentiellement centré sur les gens qui ont un taux d'IgE cadenassé à peu près entre 30 et 700 unités par ml, ayant des tests cutanés positifs et qui ont un contrôle incomplet de la maladie. Et l'anti-IgE va se lier au niveau, se lier à l'IgE, il va diminuer l'expression du récepteur FC, donc il y aura moins de libération des médiateurs et une diminution de l'inflammation au niveau allergique. Alors, c'est ce qui va nous permettre de réduire le nombre d'exacerbations et d'améliorer la qualité de vie chez les patients. Dans certaines études, on disait qu'on peut arrêter l'omalizumab après 5 ans chez 70%, 60% des patients sans rechute pendant au moins 4 ans. Mais dans la vraie vie, honnêtement, nous, on n'a jamais arrêté. Donc, tous les patients que j'ai ou qu'on a dans notre centre, ils sont toujours sous omalizumab. On n'a pas réussi, on n'a pas osé, je dirais, les arrêter. Mais bon, voilà, ils disent qu'on peut l'arrêter. Et le professeur Chanès de Marseille disait que quand on met l'omalizumab, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va réduire l'expression du récepteur FC dans les basophiles, ce qui peut expliquer la bonne réponse thérapeutique qu'on a. Quant aux éventuels effets secondaires, il y a surtout des douleurs au niveau du site d'injection et parfois une anaphylaxie, mais qui tourne aux alentours de 0,1 à 0,2%. Alors, j'ai remis ici les différentes études qui ont été faites par rapport à l'omalizumab, dont surtout l'étude Innovate qui a été le premier. Quand vous voyez, quand on collège toutes ces études-là, on voit bien souvent il y a une réduction d'exacerbation. Il y a chez certains, par exemple l'étude de mon collègue, le professeur Guy Bruxelles de Gand, qui montrait une diminution d'exacerbation dans 65% de cas, une amélioration de la qualité de vie. Et chez certaines personnes, on voyait que l'omalizumab donnait des meilleures réponses
quand on avait un taux de NO exhalé majoré ou quand on avait une hyperéosinophilie sanguine, on avait encore de meilleures réponses. Deuxième biothérapie, c'est les anti-IL-5. On sait que l'IL-5 est une cytokine pro-inflammatoire sécrétée entre autres par les lymphocytes ILC2 qui joue un rôle crucial dans la maturation, le recrutement, la prolifération et surtout la migration vers les tissus des éosinophiles. Et les anti-IL-5 vont donc bloquer cette production, ce qui va interrompre la partie de la différenciation, de la maturation des éosinophiles. Et les anti-récepteurs à IL-5 vont se mettre pour bloquer au niveau des récepteurs, tant au niveau de mastocytes et de basophiles. Alors, le premier, donc l'anti-IL-5, le mépolizumab, qu'on appelle chez nous le Nucala, a été surtout déterminé par plusieurs études, dont l'étude MENSA et l'étude MUSCA. Je crois que l'étude MENSA a été publiée dans le New England en 2014 et le MUSCA c'était dans le Lancet en 2017, a montré avec le Nucala ou le mépolizumab une diminution d'exacerbation dans près de 53% de cas, une amélioration de la qualité de vie chez les enfants et les adolescents et qui sont sous-traités pour asthme et qui ont des taux d'éosinophiles élevés. Alors on le voit ici, donc quand j'ai collé les différentes études, donc on a l'étude MENSA qui a été publiée dans le New England et le MUSCA dans le Lancet, on voit une diminution d'exacerbation de la maladie, une diminution de la prise de corticostéroïdes par voie orale, amélioration de la qualité de vie et on voit même parfois une amélioration du VMS chez les patients qui sont sous biothérapie. Alors, l'utilisation du mépolizumab montre effectivement dans l'étude, les gens qu'on avait mis sous Nucala, même quand à la fin de l'étude, ils maintenaient encore un taux bas d'éosinophiles dans le sang jusqu'à 5 ans après l'arrêt du traitement. Mais ici, ils avaient arrêté parce que c'était les gens qui étaient dans l'étude, mais dans la vraie vie, pour le moment, nous, on le continue toujours au long cours. On voit, comme je l'ai dit, dans l'étude MENSA, une diminution d'exacerbation à près de 53% et même une diminution d'exacerbation requérant une visite aux urgences, tant dans l'étude MENSA que dans l'étude MUSCA. Et alors, on voit également, au plus on a un taux d'éosinophiles élevé, au mieux la réduction et l'efficacité de la molécule est importante. Vous voyez, tant plus les taux d'éosinophiles augmentent, plus la réduction d'exacerbation est importante. L'autre anti-IL-5, c'est le reslizumab, qui est surtout utilisée par voie IV alors que l'autre c'est par voie sous-cutanée. Elle réduit également de manière significative les exacerbations chez les adolescents et les adultes. Et ça a une action également chez les patients souffrant d'asthme tardif. Alors la présence, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a par exemple des polypes au niveau nasal, on trouve une meilleure réponse quand ils sont mis sous traitement par reslizumab. Alors lorsque j'ai mis les études qui collège par rapport à la molécule, on voit effectivement une réduction d'exacerbation, une amélioration du VEMS et une amélioration de la qualité de vie. Et chez les gens qui ont une polypose nasale, on voit encore une meilleure réponse. Les anti-IL récepteurs à IL-5, les benralizumab, Fasenra chez nous, anticorps anti-IL-5. Alors elle a la particularité du fait que lorsqu'il se fixe sur le récepteur de basophile, le basophile devient une cible pour les lymphocytes NK qui vont aller les détruire. Donc, il y a une cytotoxicité à médiation cellulaire. Donc, les gens qui ont été mis sous benralizumab, donc Fasenra, ils voient leur taux d'éosinophilie qui chute drastiquement. Il y en a même qui se retrouvent avec 0 éosinophile sans qu'il y ait des conséquences sur le plan clinique. Deux études importantes étayent la molécule. Il y a l'étude Sirocco et l'étude Zonda qui montrent que c'est effectivement une réduction d'exacerbation avec une meilleure réponse au traitement quand on a un taux d'éosinophile majoré. On le voit ici lorsque j'ai mis les études là en place. Les deux principaux, c'est l'étude Sirocco et l'étude Canela, où on a une réduction d'exacerbation, amélioration de la qualité de vie et amélioration du VMS, surtout avec une bonne prédiction de la réponse quand on a un taux d'éosinophile majoré à plus de 300. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Fasenra, lorsqu'il se fixe au niveau du récepteur des basophiles, le basophile devient une cible et alors par rapport aux lymphocytes, aux cellules NK, ils vont aller détruire l'éosinophiles et il va y avoir une apoptose et une déplétion complète des éosinophiles chez les patients qui, lorsqu'on fait la prise de sang, on a une éosinophilie sanguine qui tombe à 0. Alors, on voit également une diminution de la prise de corticostéroïdes par voie orale jusqu'à moins de 75%. Et alors,
l'avant-dernier qui est arrivé sur le marché, ou je dirais chez nous, c'est le dernier en tout cas parce que le tepelizumab n'y est pas encore, c'est le dupilumab qui est plutôt un anti-IL récepteur 4. Il cible surtout l'IL4 qui est partagé par l'interleukine l'IL4 et l'IL13. C'est le même récepteur pour l'IL4 et l'IL13. Et alors, qu'est-ce qu'on voit chez les gens qu'on a mis sous dupilumab? On a également une amélioration rapide de la fonction respiratoire, une réduction globale des exacerbations et une diminution significative de la dose des corticostéroïdes inhalés chez les patients qui vont carrément arrêter leur molécule. Alors, lorsque je mets également les différentes études sur la molécule, on voit tous vont dans le même sens, avec une réduction d'exacerbation, une diminution de la prise des corticostéroïdes parfois orales, une amélioration de la qualité de vie et également l'amélioration du VMS et une prédiction de réponse meilleure chez gastro, chez les gens qui avaient un taux d'éosinophilie sanguine importante ou un taux de NO majoré à plus de 25 ppb. Alors on le voit ici, le dupilumab va se fixer sur le récepteur à l'IL4 qu'il partage en même temps avec l'IL13 et en se fixant là-dessus, il bloque toute la cascade inflammatoire qui allait se produire en intracellulaire. Alors sachant que l'IL13 intervient dans la contractilité du muscle lisse, dans le remodelage de voies respiratoires et dans l'hyperproduction des mucus au niveau des cellules épithéliales de voies respiratoires. Donc on aura des profils différents chez un patient chez qui on mettra un anti-IgE. Ce sera surtout des patients qui ont un asthme allergique avec un taux d'IgE majoré et on aura une meilleure réponse, d'autant plus qu'ils ont un taux de NO augmenté, alors que les anti-IL, récepteurs IL4 comme les dupilumab, ça sera surtout plus pour les patients TD2 avec un taux d'éosinophilie sanguine augmenté également, avec une meilleure réponse quand on a un taux de phéno augmenté. Et les anti-IL5 ou anti-récepteurs IL5, même chose, ce sera plutôt les patients qui ont un asthme éosinophilique avec un taux de NO augmenté et avec un taux d'éosinophilie sanguine majoré. On aura déjà de profils différents pour proposer la biothérapie en fonction de chaque patient. Et le dernier qui est arrivé sur le marché chez nous, il n'est pas encore commercialisé parce que je pense qu'ils doivent discuter entre la Caisse nationale de la maladie par rapport au remboursement parce que c'est des molécules qui sont quand même assez coûteuses. Il est déjà promotionné mais il n'est pas encore disponible. C'est un anti-alarmine, donc anti-TCLP, comme on sait, qui va bloquer les cytokines en amont et peut donc être proposé à une population beaucoup plus large de patients souffrant d'asthme. Ça sera vraiment une révolution parce qu'on sait que le TCLP est capable d'induire la production d'IL4, d'IL13 et d'IL5 et on a remarqué que le tezepelumab réduit de manière significative les exacerbations dans près de 60% des cas, mais ça agit également même chez les patients qui ont un taux de NO bas ou qui ont un taux d'éosinophilie sanguine bas. Il ne faut pas absolument avoir un taux de NO ou d'éosinophilie augmenté pour que la molécule puisse être efficace. On les voit ici, il y a deux études, les deux dernières qui sont parues dans les New England, où j'ai une diminution d'exacerbation de la maladie, une amélioration de symptômes, une amélioration de la qualité de vie. Et comme j'ai dit, la prédiction de réponse est meilleure chez les gens qui ont un taux d'éosinophilie sanguine augmenté, mais même chez les gens qui n'en ont pas beaucoup, on a quand même une bonne réponse. J'ai mis ici également le rôle du TCLP qui peut être stimulé soit au stress mécanique, à la cigarette ou au virus, et avec une action sur ces différentes cellules qui va induire une cascade inflammatoire au niveau des voies aériennes. Et alors on voit également que lorsqu'on fait un lavage alvéolaire chez les patients asthmatiques, on voit qu'il y a un taux de TCLP important au niveau alvéolaire et c'est aussi signe de corticorésistance, les gens qui sécrètent beaucoup de TCLP, parce que même chez quelqu'un qui est sous corticostéroïdes, on n'a pas une réduction significative de taux de TCLP au niveau du LBA. Et le blocage du TCLP, comme on le voit ici, va agir tant chez les patients qui ont un asthme allergique, et le patient qui a un asthme éosinophilique et les patients qui sont neutrophiliques, donc non T2. Donc, ça sera le premier traitement qui montre une réduction significative d'exacerbation chez les patients, même qui ont un taux de NO bas ou un taux sanguin d'éosinophile beaucoup plus bas. Les deux articles parus dans le New England récemment montrent effectivement les gens qui ont été mis sous tezepelumab montrent une diminution du taux de NO en fonction de doses élevées progressives du tezepelumab
Et alors, on voit également une amélioration du VEMS au long cours chez les gens qui ont été mis par rapport au placebo sous des épélimab. Et alors, donc, si je les mets tous l'un à côté de l'autre, on voit qu'il y a une réduction du taux d'éosinophile, même chez les patients qui ont un taux d'éosinophilie sanguine supérieur ou bas. Et on a également une amélioration du taux de NO, qu'on ait un taux de NO élevé ou pas, on a une réponse clinique satisfaisante. Donc, j'ai plusieurs biothérapies qui peuvent agir à plusieurs endroits. Le schéma du professeur Guy Bruxelles de Gand, qui paraît dans les New England au début de l'année précédente, où je vois bien que les tezepelumab va agir au niveau du TCLP au niveau des ILC2. On a les dupilumab également qui agit au niveau de l'interleukine récepteur 4. J'ai les anti-L5 qui agissent au niveau des éosinophiles. Et j'ai également le fasenra, le benralizumab qui agit également au niveau éosinophilie. Et alors, on a un algorithme pour pouvoir choisir la molécule. Je ne vais pas la détailler ici. Hein. Donc, en fonction qu'on a exclu que c'était un asthme difficile à traiter et qu'on a diagnostiqué de manière formelle un asthme sévère, on va voir en fonction du taux d'éosinophiles, si on a un NO-bas, si c'est un patient qui a un asthme allergique, soit je me lance en donnant un anti-IgE, ou alors je peux donner un anti-TCLP si bien entendu il est disponible, ou alors dans d'autres cas, on peut donner soit un anti-IgE, soit un anti-L4 ou un anti-TCLP. Donc en fonction du phénotype du patient et de la clinique, on va choisir une voie ou l'autre. Ils sont tous là les différentes molécules. Quant aux effets secondaires, il n'y en a pas tellement beaucoup, si ce n'est que c'est surtout des douleurs sur le site d'injection ou alors des réactions anaphylactiques, mais qui représentent très peu dans la molécule. Quant à la rémission, difficile à définir, on dira de quelqu'un qui est en rémission s'il y a une absence d'exacerbation, s'il y a l'arrêt d'utilisation des corticostéroïdes systémiques ou quand il y a un contrôle de la maladie. Alors, il y a plusieurs types de biothérapies qui sont encore en cours, mais dont le développement est en train de se faire progressivement. Et alors, par contre, les anti-IL-7 ne répondent pas bien parce qu'on suppose qu'il doit y avoir une dysbiose au niveau du microbiome. Mais qu'est-ce qu'on entend par microbiome pour arriver à l'autre partie du topo? J'ai remarqué que le terme microbiome est utilisé surtout par les anglo-saxons, alors que le microbiote est surtout utilisé en français. Par microbiome, j'entends l'ensemble du matériel génétique des micro-organismes présents chez l'individu, donc les bactéries, les virus et autres. Par contre, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent en nous, tant au niveau de l'intestin qu'au niveau des voies aériennes. La perturbation du microbiome sain chez un individu, par exemple, peut être causée par différents facteurs comme des dommages structurels, les changements de l'activité métabolique ou les systèmes immunitaires, peut entraîner des affections des voies respiratoires chroniques progressivement. On le voit ici, un patient qui a un TD2 n'aura pas le même microbiote qu'un patient qui est non TD2. Et alors, en fonction de l'évolution de la vie, donc soit on a un microbiote qui s'installe par microaspiration, inhalation des bactéries, ou alors on change notre microbiote par la toux ou la clairance mucociliaire. Il y a une interaction avec notre environnement par rapport aux infections virales, les animaux, la fratrie ou le type d'allaitement maternel. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à là? En fait, il y a eu deux théories que nous avons tous appris. La fameuse théorie hygiéniste qui disait que lorsque les parents ou quelqu'un était fort exposé à des microbes différemment, il était beaucoup moins allergique. Et comment est-ce qu'est arrivée cette histoire de théorie hygiéniste? C'était surtout suite à deux études. Une qui a été faite au Canada, dans le Saskatchewan, où on a remarqué que chez les autochtones métis, par rapport aux autochtones, je dirais ça comme ça, c'est comme ça que c'est écrit dans l'article, non métis, non noirs, on avait eu un portage plus élevé d'helminths chez les patients métis que chez les patients non métis, non noirs. Pourquoi? Parce que chez les patients autochtones caucasiens, je dirais ça comme ça, ils étaient moins confrontés à des infections parasitaires, donc ils faisaient moins d'eczéma et d'asthme. L'autre étude qui a été faite, publiée dans le Lancet en 1989, a montré qu'il y avait une circulation plus importante des microbes dans la fratrie dans la fratrie où il y avait beaucoup d'enfants. Progressivement, on est passé à une théorie de la symbiose entre hôte et microbiote. Finalement, on s'est dit qu'il devait y avoir une coexistence entre le microbiote chez l'individu et chez
et le type d'environnement dans lequel il était. Et c'est la perte de la biodiversité, de la dysbiose entre l'individu et le portage des microbes en soi qui peut développer la maladie des voies respiratoires. Je vais aller rapidement. Et alors, on voit l'évolution par rapport au cours de la vie. Et alors, on sait que différents facteurs vont influencer le microbiote, à savoir le régime alimentaire de la maman, l'exposition anténatale, les anticorps maternels, le type d'allaitement, un enfant qui est né par césarienne ou si un enfant a eu des antibiotiques précocement. Alors, on le voit ici, selon le type, j'ai fini, le type d'antibiotiques qu'il a ou d'exposition qu'il a eu qui peut interférer avec cela. Par rapport à l'asthme, effectivement, la rupture du microbiote, si un enfant a eu des antibiotiques très tôt, peut perturber la diversité du microbiote et parfois conduire vers l'évolution de la maladie asthmatique. Mais sur le terrain, quand on collège les différentes études qui ont été faites, on voit que l'usage des probiotiques chez un enfant ne prévient pas la maladie asthmatique. Comme la méta-analyse chinoise qui a été faite ici le dit bien, sur 900 patients, on n'a pas eu d'utilisation, de réduction d'asthme chez les patients. En conclusion, je dirais que utiliser des probiotiques chez un patient ne prévient pas spécifiquement de la maladie asthmatique. Alors, je recommande la lecture pour le premier topo de quelques articles, celui du professeur Bruxelles qui est préparé dans New England pour les biothérapies, de ma collègue Florence Schleich qui est paru la semaine passée dans la European Respiratory Review et sur le microbiote et l'asthme. Je vous remercie. Sorry pour le dépassement du temps.